À tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à l'ESAT de Valenciennes, même si c'est étrange de dire ça quand on est à distance. Vraiment très heureux de vous accueillir toutes et tous pour ce nouveau travail autour de la vidéo 360 et surtout des dispositifs immersifs en général. À l'école, on développe la recherche depuis déjà un certain nombre d'années. L'école supérieure d'art et de design de Valenciennes est une école donc supérieure publique qui forme des étudiants en art et en design. Donc, on a deux options. Au niveau de la recherche, nous situons la recherche dans le cadre d'une structure plus importante qui réunit les écoles de la région, donc Nord-Pas-de-Calais, puisque la Picardie n'est pas directement associée. Cette structure s'appelle Hyperlocal. C'est une unité de recherche qui est financée par le ministère de la Culture tous les 4 ans. Elle a été créée en 2016 et elle a été renouvelée très récemment. Nous avons développé dans ce cadre-là une recherche pour l'option art qui est centrée sur la vidéo 360. Christelle vous en dira un mot au niveau de son historique dans cette école, à travers les activités qu'elle a pu mener, l'atelier de recherche et de création, les projets qui ont pu se développer en partenariat avec différentes institutions, et notamment les universités, et plus récemment, à l'intérieur d'un programme de recherche, lui aussi soutenu par le ministère de la Culture. Alors, il faut savoir que cette école est une école à dimension relativement modeste en termes d'effectifs, en termes de moyens financiers, et pour autant, on essaye de développer une recherche, quel que soit le domaine, que ce soit en art ou en design, assez pointue. Et il faut quand même souligner, parce qu'elle ne le dira pas elle-même, que Christelle a été extrêmement tenace, extrêmement, comment dirais-je, endurante au cours des années pour arriver à faire exister cette recherche autour de la vidéo 360, dont elle fait partie, je crois, dans un certain sens, des pionnières pour les écoles d'art en tout cas, y compris dans sa propre pratique. On a décidé de monter ce colloque en 2 journées pour plusieurs raisons. L'une des premières raisons, c'est que le type de montage, si l'on peut dire, qui a été élaboré pour notre propre programme de recherche, à savoir un travail avec plusieurs institutions de recherche et une école supérieure d'art et de design, c'est de pouvoir interroger le modèle, les méthodes, les conditions, les finalités qui peuvent être mobilisées pour ce type de recherche, c'est-à-dire une recherche finalement qui ne se concentre pas dans la recherche et développement industriel, par exemple des appareils, des logiciels, etc., ni non plus une recherche qui se concentre quasi exclusivement sur un développement, j'allais dire, théorique des enjeux qui sont mobilisés par l'image 360, la VR et la XR, mais bien sur les enjeux du rapport entre recherche et création. Et notamment de pouvoir situer comment la création peut directement intervenir dans le développement des appareils, des logiciels et non seulement des éléments techniques, mais aussi imaginaires, sensibles, en les mettant au cœur de la recherche et dès l'initiale de la recherche. Et non pas comme de placer la création comme étant un pourvoyeur de contenu une fois que les logiciels et les dispositifs techniques sont développés. Bien sûr que c'est possible, bien sûr que ça existe, bien sûr que systématiquement on y pense, mais ce qui nous intéresse le plus, et l'expérience qu'on a pu avoir, Christelle pourra vous en parler, c'est que la recherche puisse exister en rapport direct avec la création et qu'il n'y ait pas, disons, une séquentialisation dans le temps qui mette la création au bout de chaîne, mais qu'elle puisse être au début de la chaîne et intervenir à différents niveaux de la chaîne, comme on a pu le vivre à travers le projet de recherche que Christelle mène. Je crois que c'est un élément déterminant pour les ingénieurs, pour les informaticiens,
pour les techniciens d'être directement confrontés à la manière dont les artistes non seulement expriment leurs besoins, mais aussi interrogent les conditions dans lesquelles ils peuvent créer grâce au logiciel en question, grâce aux appareils en question, et participer de leur développement en même temps qu'ils le questionnent. Et ça, c'est tout à fait intéressant et c'est très loin de ralentir, à mon avis, le développement des logiciels ou des appareils, mais qu'en l'occurrence, il y a des enjeux qui font une alliance plutôt que des frictions, voire des conflits, par exemple par difficulté à adopter un même langage. Parce qu'il est vrai que le langage des informaticiens, le langage des électroniciens ou des neuroscientifiques, par exemple, qui interviennent aussi dans ce cadre-là, ou encore des sémioticiens, puisqu'il en a été question au cours du développement du projet, bah, le langage commun n'existe pas toujours. Et pourtant, ça fonctionne plutôt bien. Et pourtant, entre les étudiants qui participent au développement de cette recherche, il y a entente, il y a en tout cas compréhension des enjeux communs. Et c'est plutôt, je crois, très réjouissant de voir que cette relation entre artistes dans une école d'art et ingénieurs informaticiens, chercheurs sur les enjeux de l'image peuvent s'allier et produire autre chose que simplement un contenu dans des tuyaux déjà constitués. Donc il y avait cet enjeu-là, sans oublier bien sûr un autre enjeu qui est essentiel dans tous les colloques, c'est d'interroger les notions, les théories qui sont mobilisées, soit de manière explicite, revendiquée, soit au contraire de manière implicite, comme si c'était quelque chose de déjà admis, d'évident, et qu'il ne faudrait pas questionner. Certes, comme on va le voir ce matin, la vidéo 360 a une longue histoire. Si on la ramène à des dispositifs immersifs qui précèdent bien sûr l'invention de la vidéo, mais elle est aussi très jeune. Et elle continue d'être jeune, notamment avec le développement technique, mais pas seulement, avec aussi toutes ces applications hors du champ de la création, dans le domaine de la modélisation, dans le domaine militaire, dans le domaine médical, dans le domaine de l'archéologie, etc., etc. On pourrait multiplier les disciplines qui se sont saisies de ces dispositifs et qui permettent aussi à l'art d'interroger d'autres manières de percevoir, d'autres manières d'engager le corps, d'autres manières de questionner l'espace. Et donc, ces enjeux-là, ces deux premiers enjeux, donc premier enjeu, le rapport entre université et école d'art pour le rapport entre recherche et création, ou même le modèle de la recherche-création comme étant à interroger. Deuxième enjeu, donc un enjeu lié cette fois-ci à la manière dont on replace la vidéo 360 de manière plus théorique quant aux notions et aux théories. Et troisième enjeu, un enjeu plus pragmatique d'une certaine manière, à savoir comment on peut arriver à établir, pourquoi pas à l'issue de ce programme, de ce colloque, pardon, une manière de dialoguer plus directe, de partager les recherches, les ressources, les projets qui sont produits via une plateforme, via un site internet, via peut-être une revue, etc. Enfin bref, au moins de créer un réseau qui puisse centraliser d'une certaine manière et redistribuer ces ressources, ces projets, ces publications, etc. De former en quelque sorte une communauté ouverte et nécessairement mouvante, mais en tout cas une communauté autour des enjeux de la vidéo 360 VR XR. Voilà, entre guillemets, les trois grandes lignes, trois grands enjeux de ce colloque. Comme vous avez pu le voir dans notre programme, on a donc un programme très riche sur 2 jours, divisé en sessions. La première session par laquelle on va commencer ce matin, c'est la session Histoire des dispositifs immersifs. Il nous semblait intéressant d'y revenir par rapport à une introduction à l'ensemble des enjeux, mais aussi en essayant, et ça sera vrai, je crois, pour chaque intervention,
de focaliser, si possible, sur des projets, qu'on puisse comprendre quels sont les enjeux qui sont mobilisés là, encore une fois, d'un point de vue historique, d'un point de vue théorique, mais aussi et surtout d'un point de vue des méthodes qui sont mobilisées, des types d'agencements institutionnels et non institutionnels qui se mettent en place pour qu'on puisse comprendre comment aujourd'hui un état de l'art de la recherche-création pour les dispositifs immersifs fait sens. La deuxième session d'aujourd'hui sera réservée aux espaces augmentés, au patrimoine restitué. Donc là, on rencontre la question de l'espace et une forme de récit et d'expérience qui se fait grâce à la vidéo 360 VR/XR dans ce cadre-là. Et juste un mot rapide sur demain, puisqu'on aura l'occasion de refaire une introduction à cet égard. Demain, on aura donc 2 sessions, corps et émotion, et immersion au pluriel. Et à chaque fois, chaque jour, on aura des pauses après, la plupart du temps, 2 interventions. Et surtout, pour que personne ne soit frustré, vous gardez toutes vos questions. Et les questions, on les pose aux intervenants au moment de la discussion de session qui a toujours lieu à la fin d'une session, avant la fin de la demi-journée. Et on a réservé entre 45 minutes et 1 heure. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup de temps pour discuter et on a souhaité vraiment privilégier la discussion. C'est pourquoi parfois les interventions, entre guillemets, sont un peu courtes, c'est-à-dire une demi-heure environ, pour qu'on puisse vraiment discuter à la fin de la session. Donc, il n'y aura pas de discussion immédiatement après les interventions, mais plutôt en fin de session, en fin de demi-journée. Voilà, j'ai fini de faire cette courte présentation. Bien sûr, dans les sessions, on peut discuter directement des interventions, mais on peut aussi discuter d'éléments plus larges. J'oubliais, dernière chose, nous avons prévu des tables rondes à laquelle, bien sûr, tous les intervenantes et intervenants sont invités. Aujourd'hui, c'est à 16 heures, et là, on a encore 1 heure et demie environ, hein, même si on peut déborder, mais on a fixé quand même une heure de clôture à 17h30, avec 2 focus. Le premier, c'est l'histoire des dispositifs immersifs et des méthodes de recherche-création, quel croisement. Et deuxième focus, quelle place et quelle fonction de la scénographie dans l'espace réel et virtuel. Je m'arrête, il reste une dizaine de minutes, on va dire, à Christelle pour présenter plus précisément le projet de recherche et surtout l'historique de la vidéo 360 à l'ESAT de Valenciennes. Je lui laisse la parole. Bien, bonjour à tous. Alors, après cette introduction, que dire? Je développe donc depuis un peu plus d'une dizaine d'années en fait ce projet de recherche-création qui a commencé en fait dans un ARC, donc ce qui est dans une école d'art signifie atelier de recherche et création. Et en fait, c'est finalement le développement de cet atelier en projet de recherche a suivi presque une forme de chronologie historique parce qu'on a commencé en effet avec de la vidéo 360 et qui était d'ailleurs un des dispositifs expérimentaux puisque je les ai découverts grâce à une rencontre avec un ingénieur belge qui développait une caméra lui-même. Mais c'était il y a plus d'une dizaine d'années. Donc depuis, les dispositifs ont énormément évolué et évidemment leur portabilité aussi. Ce qui a une incidence, alors on parle des relations entre la technique et le contenu et dans ces dispositifs, ils sont essentiels, c'est-à-dire que la lourdeur, j'ai envie de dire, des dispositifs, et j'ai fait un petit historique j'ai eu l'occasion sur l'invitation de Claire Châtelet, de faire un peu un historique de toute façon de tout cet atelier dans les cahiers Louis Lumière, donc suite à un colloque, et donc j'expliquais justement que finalement, la recherche que nous avons menée était évidemment une recherche en acte, puisqu'on a systématiquement réalisé des projets avec les étudiants
Donc, pour mettre à l'épreuve donc les dispositifs, essayer de comprendre nous-mêmes qu'est-ce que ça ouvrait comme type d'écriture. Et c'est vrai que nous avons commencé donc avec ce principe donc du 360, donc où se posait inévitablement la place donc du spectateur. Et évidemment, il y a eu des créations en parallèle qui ont fait ça de façon magistrale. Hein. Je pense à la pièce 360 qui avait été développée par et soutenue en production par Arte, donc et qui s'appelait qui était basé sur Philippe Cadic et donc auquel on fait évidemment référence indirectement avec Ubik, le titre Ubik pour ces sessions. Donc cette question du corps, cette question de l'espace qui est évidemment centrale dans une école d'art et à plus forte raison dans une école d'art et de design me semblait donc fondamentale. Et c'est vrai que petit à petit, en fait, on a fait évoluer le projet à la fois par désir, c'est-à-dire que on a exploré au travers des projets qu'on réalisait avec les étudiants. Donc, c'était les étudiants qui amenaient des idées, des intuitions sur base, évidemment, des discussions et des questions que je posais avec un collègue qui était alors impliqué en design. Et donc, sur base de ces projets, donc, on expérimentait, on tournait donc avec l'ingénieur. Et petit à petit, en fait, on s'est inévitablement posé la question de l'expérience, pas simplement à l'intérieur de l'image, mais l'expérience du corps dans l'espace. Et donc, qu'est-ce que faisait ce corps donc assis, debout Est-ce que avec toutes les questions qui se soulevaient justement d'un rapport simultané entre un espace réel et un espace donc de représentation dans lequel on était totalement immergé. Et évidemment, ça a suivi les développements technologiques parce que quand les casques sont devenus des smartphones que l'on inscrivait dans des casques, tout d'un coup, on avait une portabilité du projet qui faisait qu'on pouvait d'autant plus se déplacer et donc d'autant plus avoir cette relation au réel. Et petit à petit, donc on est avancé, on s'est orienté vers la question de la scénographie. Donc là, j'ai fait une collaboration avec un autre collègue qui lui était scénographe d'exposition. On se disait, mais est-ce qu'il y a un avant et un après de l'expérience immersive, parce que c'est aussi une question qui se pose à partir du moment où, évidemment, sauf si on est dans un panorama, ou dans ces cas-là, le panorama, évidemment, induit l'espace physique préexistant. Mais donc, petit à petit, nous avons avancé et c'est vrai que maintenant, évidemment, nous avons cette première expérience du 360, mais depuis, en fait, j'ai développé donc avec mon collègue Christophe Chailloux, qui est informaticien à l'Université de Lille, et le sémiologue Matteo Treleani, qui lui est maintenant à Nice. Et on s'est dit que ce serait intéressant de développer cette recherche tripartite, à la fois en développant des outils, mais là pour le coup des outils d'interaction et d'écriture, donc, et d'interroger en fait au travers des projets que finalement les langages qui étaient engagés ou les questions qui étaient posées servaient finalement de matière aussi pour une analyse en fait critique au moment où l'expérience s'effectue par justement du côté de la sémiologie. Et donc ça, c'est une démarche voilà, qui est arrivée petit à petit. Et c'est vrai que là maintenant, on est à une phase où je suis dans le développement plutôt en effet de poser la question de la scénographie au sens où, et on le voit d'ailleurs, les développements technologiques avec les Oculus Quest plus récemment, c'est-à-dire qu'on a une véritable conscience de son corps puisque nos mains deviennent des éléments qui sont visible directement dans l'espace virtuel. Et donc, vient se poser encore plus et plus fortement cette question justement de la scénographie au sens de quel est l'espace de l'expérience et quelles sont finalement cette porosité entre cet espace virtuel et cet espace et l'espace réel.
Et donc là, depuis 2 ans, non 3 ans maintenant, le temps va vite. Nous développons aussi donc dans le cadre de ce projet de recherche tripartite, nous essayons de mettre en place aussi des outils simplifiés dans l'espace en fait de Unity à destination justement des artistes, parce que là d'expérience en fait, on s'est rendu compte que non seulement au départ, lorsque les dispositifs sont expérimentaux, eh bien, on est très en lien, on est obligé d'être en lien immédiat avec les ingénieurs, et il y a une espèce, en effet, de va-et-vient pour savoir si on s'entend bien sur les termes, parce que les termes techniques ne sont pas forcément les termes de création. Et j'avais fait d'ailleurs l'expérience au tout début avec le 360 entre la discussion entre l'ingénieur et le chef opérateur qui n'utilisait pas les mêmes termes, et il fallait trouver cet espace de dialogue. Et là, donc, nous développons donc avec Christophe Chailloux et des étudiants donc en informatique des outils simplifiés pour que les artistes, les créateurs, les jeunes créateurs puissent se saisir d'outils d'interaction et justement produire du contenu et d'expérimenter du contenu afin de repenser justement ou simplement d'aborder ces questions d'écriture interactive, et ce avec un langage qui est aussi le leur. Et donc ça, c'est aussi une question qui se pose, c'est-à-dire qu'on a ces développements extraordinaires qui sont faits par les boîtes, hein, pour le coup, et par toute la communauté qui intervient dans ces logiciels, mais qui sont très souvent, en tout cas pour des créateurs plasticiens, assez difficiles à aborder. Et c'est vrai que là, il y a une autre démarche qui est aussi une démarche donc pédagogique, qui est dans cette idée que plus on mettra à disposition ces outils, plus ils seront expérimentés et plus on aura une matière pour interroger ce type d'expérience. Voilà. Je ne vais pas m'étendre davantage pour qu'on respecte le timing qui nous est imposé. Et bien entendu, je suis disponible à toutes les questions si à un moment donné elles devaient arriver par rapport aux différentes interventions, ou si les projets que nous développons intéressent certains. Voilà. Merci beaucoup, Christelle. Timing parfait. On aura l'occasion de revenir de toute façon sur les expériences qu'on a réalisées ici à l'école depuis un certain nombre d'années à travers tout le travail que tu as pu développer, y compris récemment avec l'Université de Lille et le laboratoire Liasica. Puisqu'on est à l'heure, on va même commencer un peu avant l'heure.